maintenant, si l'on veut aborder la question des solutions ou des perspectives, on peut l'aborder à deux niveaux, à deux échelles. Une première échelle, c'est au niveau du système global. Ça prend des réformes profondes, structurelles, qui viseraient d'une façon globale la réhabilitation du droit, d'abord, en premier lieu. La réhabilitation de la culture institutionnelle, des institutions. Lorsque je parle des institutions, en opposition au pouvoir des personnes. C'est de réhabiliter également le lien de confiance à l'État, au pouvoir public, que la société commence à perdre. C'est également de réhabiliter la culture citoyenne. Pour cela, effectivement, ces grands objectifs d'un immense programme de refonte ou de réforme viseraient en premier lieu la réhabilitation d'un certain nombre de valeurs autour desquelles doit s'articuler la gouvernance dans le droit. Alors d'abord le droit, très important. Le droit ne doit pas, ou la loi ne doit pas être approchée, comme c'est le cas actuel, en termes d'instruments punitifs, mais en dehors de l'équité, la punition devient une source de frustration, une source d'injustice, une source d'exclusion. Donc, le droit doit aller de pair avec l'équité et la justice. D'abord, le droit doit être, la loi doit être approchée en termes de mécanismes qui visent à assurer d'abord et surtout l'équité et la justice. Quelles recommandations pourrait-on formuler? Les recommandations sont à la fois, je dirais, c'est prétentieux de dire j'ai la solution toute faite, bien faite. Le constat est là. Une des recommandations qui, quand on regarde les pays qui se sont développés, ou qui ont émergé, qui étaient dans la même position que l'Algérie, certains pays qui sont aujourd'hui très industrialisés, qui ont déjà émergé, n'étaient pas dans une situation aussi favorable que l'Algérie en 1962. Alors donc, l'amélioration a eu lieu dans ces pays-là. Pourquoi pas en Algérie? Il y a eu des améliorations en Algérie en très peu de temps, en 5 ans, je pense les 5 ou 7 dernières années, dans certains secteurs. Donc pourquoi pas les autres secteurs? Et on s'aperçoit que une des variables discriminantes, c'est-à-dire celle qui nous explique pourquoi certains secteurs se transforment rapidement que d'autres, ou plus rapidement que d'autres, pourquoi certains pays se développent plus rapidement que d'autres, ou certains pays ne se développent pas du tout. Il y a une des variables discriminantes, c'est qu'il faut bâtir aujourd'hui des institutions. Et ces institutions, on a quelques-unes en Algérie qui sont respectées et respectables, et qu'on respecte. Par contre, il y a des institutions qui, aujourd'hui, doivent voir leur mission complètement revue pour servir l'Algérie de 2012 à 2050 et plus, si on veut. C'est vrai de savoir ce qui a été fait, mais c'est mieux aussi de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les années, ou qu'est-ce qu'on doit faire pour les années à venir complètement. Donc, bâtir des institutions autour de besoins, autour de valeurs. Les valeurs sont ceux de la société, c'est-à-dire des individus algériens, le citoyen algérien et les citoyens algériens. Ce sont les besoins et les valeurs des individus, mais dans la société. Il faut qu'on conçoive, chaque fois aujourd'hui qu'on doit lancer un ministère, on doit conduire un ministère ou un ministre dans ses fonctions, on doit se poser la question, est-ce qu'il est ou elle est adapté au mandat qu'on doit lui confier? L'enjeu politique est légitime, les intérêts politiques sont légitimes. L'intérêt public, l'intérêt ou le service public, l'intérêt général et le bien commun, c'est plus que légitime là-dessus. Alors donc on doit bâtir nos institutions, rebâtir nos institutions autour du citoyen. Deuxième recommandation, il faudrait que les pratiques de gestion, c'est-à-dire les pratiques que nous avons développées
sont aujourd'hui, pour la majorité des cas, des pratiques administratives, c'est-à-dire autour des procédures. Si quelqu'un a respecté les procédures, tant mieux. Les délais, tant mieux. Mais on peut passer à plus que ça. Il faut que les procédures doivent donner des résultats. Revoir donc les pratiques de gestion publique sur une base de résultats, non pas uniquement de procédures. C'est bien de faire et de suivre la procédure, c'est bien de former des gens qui respectent la loi, qui respectent le code, qui respectent le protocole, qui respectent les institutions, mais il faut que ce soit aussi des gens qui livrent le service public aux citoyens en termes de délai. C'est pas normal aujourd'hui que, par exemple, aller dans une administration pour demander un permis de conduire ou de permis de chasse ou de bâtir ou de construire et qu'on a des délais qui ne sont pas raisonnables par rapport. C'est vrai. On va aller se comparer par rapport à nos voisins qui n'ont pas les moyens et les ressources dont nous disposons. Et on voit que c'est pas raisonnable du tout, du tout. Donc il nous faudrait des pratiques qui soient orientées vers le résultat aujourd'hui. Quel est le résultat de la fonction publique? Quel est le résultat de l'action publique? Quel est le résultat du programme politique? Quel est le résultat du projet public? Et ce terme de résultat, ce résultat-là doit être mesuré à travers des indicateurs. Dire que, en termes de nombre, en termes de qualité, en termes de souplesse, en termes de flexibilité, en termes de courtoisie, en termes de confidentialité, en termes de service, au fait, de qualité de service aux citoyens. Ça, il faudrait aujourd'hui tout repenser autour de ça. Les délais de 3 mois et 4 mois pour avoir un papier qui peut-être, aujourd'hui avec les moyens dont nous disposons, peut avoir juste une demi-heure, c'est pas normal. Et là, on est en train de perdre des points sur tous les plans, sur le plan concurrentiel, sur le plan économique, sur le plan de la productivité, sur le plan commercial, sur le plan institutionnel. C'est pas normal. Donc, la première, c'est celle d'une gouvernance orientée vers les institutions. La deuxième, une gouvernance orientée vers des résultats mesurables, appréciables et interprétables qu'on peut interpréter. Et troisièmement, il faudrait concevoir le changement de la gouvernance publique en Algérie sur une base d'amélioration graduelle, mesurable, mais elle est graduelle. Il faut se donner des plans sur 2 ans, sur 3 ans, mais des plans qui soient raisonnables. On ne veut pas passer de 1 à 100 en 1 seconde, mais on peut passer de 1 à 100 en 20 minutes, et puis qui deviendront peut-être un jour 18 minutes, qui deviendront un jour peut-être 17 minutes, et un jour deviendront peut-être 2 minutes ou 3 minutes en fonction des moyens dont nous disposons. La gradualité du changement dans le secteur public s'impose pour des raisons de paix, pour des raisons de partage, pour des raisons de solidarité et pour des raisons identitaires. C'est-à-dire si une société ne change pas du jour au lendemain, là on est conscient. Mais une société, le service qu'on livre à cette société-là peut changer graduellement s'il y a une volonté politique, bien évidemment, de changer les choses. C'est-à-dire s'il y a des hommes et des femmes qui ont, je ne doute pas qu'il y ait en Algérie énormément d'hommes et de femmes qui aiment le pays. Je ne doute pas un instant. Et à tous les niveaux. Au niveau de la population, au niveau des associations, au niveau des pouvoirs locaux, au niveau des pouvoirs centraux, il y a des hommes et des femmes qui aiment énormément l'Algérie. Ils aiment même tellement trop l'Algérie que parfois ils s'enferment dans des carcans idéologiques, politiques, sans prêter attention à la population et aux besoins de la population. Réhabiliter également l'autorité publique. Il y a plus, on le voit à travers tous les gestes qui sont posés au quotidien, que traduisent les scènes au quotidien dans la vie sociale, la vie économique, la vie urbaine, relate un phénomène très dangereux, c'est celui de l'absence de l'autorité publique, qui est complètement bafouée. Elle n'est pas là. On le voit, ça se sent. Les gens interviennent au coup par coup, au gré de leurs ambitions, de leur visée, et il n'y a aucune intervention, ni de la loi, ni des normes, ni des plans, ni des pouvoirs publics. Pour réhabiliter l'autorité des pouvoirs publics, cela
doit aller de pair avec la réhabilitation des valeurs de l'imputabilité. Ce n'est pas par la force et la répression que cette autorité peut être réhabilitée, mais plutôt par l'adhésion qu'elle peut susciter auprès de la société, et celle-ci dépend essentiellement du niveau de confiance que cette société a à ses pouvoirs publics. Celle-ci ne peut se réaliser sans la réhabilitation de la valeur de l'imputabilité. Il faut que les pouvoirs publics arrivent à un niveau de gestion responsable et qui les mettrait pas à l'abri de la réédition des comptes. Il faut que chaque pouvoir doit passer correctement l'examen de réédition des comptes. Et sans cela, on ne peut pas adhérer, et une autorité ne peut intervenir par la force, mais plutôt par l'adhésion. Donc c'est plus une autorité auquel on va devoir, qu'on va devoir respecter plutôt que dont on aura peur. Il y a également, dans la relation citoyen-pouvoir, il va falloir aussi réhabiliter les mécanismes de participation. Alors, il faut que pour que cette gestion soit crédible, pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle s'inscrive dans une logique de démocratie et de liberté. Et pour cela, il faut que les mécanismes ou les façons de faire de la participation soient considérés en premier lieu. Il faut associer le citoyen. Une société qui n'est pas associée, c'est une société exclue, c'est une société sous tutelle, c'est une société qui ne peut adhérer à une quelconque réforme ou à un quelconque système. Le quatrième volet, c'est au niveau des institutions, de la culture institutionnelle. Lorsque je parle de culture institutionnelle ou des pouvoirs des institutions, c'est en opposition au pouvoir des personnes. Il faut donc substituer au pouvoir des personnes, qui est actuellement le pouvoir le plus dominant au niveau de la gestion ou de la gouvernance, de réhabiliter le pouvoir des institutions. Le pouvoir des institutions, c'est le pouvoir de cadres moraux, de cadres de valeurs, qui doivent dépasser les pouvoirs des personnes et qui doivent résister également aux conjonctures à la fois du temps, de l'espace, et résister aux manipulations, aux éventuelles manipulations que les hommes peuvent en faire. Réhabiliter également le lien de confiance, la crédibilité de l'État et des pouvoirs publics, et surtout réhabiliter la culture citoyenne. Celle-ci a été perdue, elle est égarée. Ceci dit, on peut, et à partir de ce programme global, à cette échelle globale, au-delà de ce programme de refonte ou de ces nobles objectifs, il y a un certain nombre, effectivement, d'actions par secteur qu'il va falloir poursuivre. En matière de société, en matière d'économie, en matière d'environnement, et en matière également d'urbanisme. En matière d'urbanisme, donc, en trois mots, c'est de réhabiliter l'autorité des pouvoirs publics. L'autorité des pouvoirs publics intervient à travers les plans d'urbanisme, les instruments d'urbanisme, les normes d'urbanisme, les normes d'occupation de l'espace. Ça, d'une. C'est également de réhabiliter la vision stratégique. Actuellement, il n'y a aucune vision stratégique en matière de développement ni de gestion de la croissance urbaine. C'est juste le coup par coup. Et il faut juste que le coup passe pour que les autorités embarquent en deuxième lieu pour régulariser le coût. Donc on a plus à faire à une urbanisation de fait plutôt qu'à une urbanisation planifiée. Ceci est très important. C'est pour cela que le niveau de pourrissement se traduit en matière de croissance urbaine et de gestion des villes par des villes qui
qui englobe pratiquement tous les conflits, toutes les contradictions, à la fois sociales, économiques et environnementales. Alors bon, les solutions, c'est un peu délicat, mais à mon avis, il n'y a pas de solution miracle ni de solution radicale. Il faut aller vers une approche progressive du changement à l'intérieur des institutions algériennes. Il va falloir qu'il y ait une réalisation de tous les stakeholders, des parties prenantes, qu'il y a aujourd'hui, je dirais pas un dysfonctionnement, mais un fonctionnement qui ne va pas dans le sens de mise en place de processus optimaux de gouvernance. Et là, il va falloir du courage politique, il va falloir beaucoup de volonté pour engager un débat où ce ne sont plus les mêmes qui font le diagnostic d'une situation donnée pour arriver aux mêmes conclusions et pour en fin de course dire que tout va bien, les choses sont tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Il est clair que un des premières choses à mettre en place, c'est un consensus sur c'est de mettre en place un processus qui permet de déterminer un consensus sur une idée donnée ou sur une activité donnée. Et la première des activités, c'est de dire, c'est d'essayer de définir qui a autorité à prendre des décisions existentielles pour la nation et pour le pays. Et ça ne peut pas être un petit groupe de gens. Il faut que la société civile soit impliquée. Il faut que les différents paliers de gouvernement soient impliqués. Et il faut aussi que les élus participent en premier lieu à ce processus. Une fois qu'on aura mis en place ce processus, dire que voilà les mécanismes qui vont nous permettre d'être d'accord sur l'intégration de l'Algérie à l'OMC, et à ce moment-là, lorsqu'on signera ce traité, c'est toute la société qui serait d'accord sur l'engagement de l'Algérie dans ce processus-là. Ensuite, il faut absolument que les décisions se fassent dans la transparence. Il faut plus de transparence au niveau des processus de l'État. Que toutes les étapes de certains processus, par exemple des allocations budgétaires, etc., soient clairement établies. Et que l'État puisse, à un certain moment, déterminer pour un projet A et un projet B qui ont le même niveau d'urgence, mais pour lesquels il n'y a pas assez de fonds, comment est-ce qu'on va départager dans quel sens la décision va se prendre? Parce que tous les projets sont intéressants, particulièrement si leur définition se fait de bas en haut. Et donc, au moment où
on va dire voilà les projets sur lesquels l'investissement va se faire. Il faut des critères préétablis dès le départ pour pouvoir dire voilà où c'est qu'on va investir et voilà où c'est qu'on ne va pas investir. Ce qui demande, à mon avis, une certaine forme de décentralisation. Et avec cette décentralisation, on va simplifier les règles de décision. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème local et qu'on trouve une solution locale, on n'est pas obligé de propager cette solution sur toutes les autres. Donc, il y aura bien entendu des règles qui seront à l'échelle nationale, des règles de souveraineté par exemple, sur les ressources énergétiques, sur les relations extérieures, sur la défense, etc., qui demeureront toujours à un niveau assez élevé de la hiérarchie. Mais un grand nombre de règles peuvent être très simplifiées, et déléguées à des juridictions ou aux collectivités locales. Donc ça c'est aussi une forme de simplifier les processus et de s'assurer que d'un autre côté on n'a pas encombré d'autres groupes de problèmes locaux. On peut avoir un problème d'eau, par exemple, de disponibilité d'eau dans une région. On peut pas, d'un autre côté, dire voilà, c'est le processus pour avoir de l'eau, c'est celui-là qui va être appliqué à tout le monde. Non. Chacune des localités peut avoir une solution particulière au problème. Repenser à la ville comme étant source, ou à l'espace comme étant une source de richesse qui devrait contribuer également à la richesse économique du pays. Également pour cela, on préconise qu'il va falloir réhabiliter ce n'est pas réhabiliter, mais plutôt activer la taxe foncière et immobilière. C'est de cette façon qu'il serait également possible de résoudre le problème de logement. Le problème de logement, il est spécial, il est particulier en Algérie. Si on regarde le nombre de logements disponibles et si on regarde le nombre de ménages, la crise de logement ne doit pas avoir lieu. Alors donc c'est un faux problème. Le problème qui existe, c'est celui d'une mauvaise gouvernance. Le nombre de logements qui sont inoccupés et qui ont été acquis, non pas pour être occupés, mais plutôt pour d'autres raisons, notamment pour occuper des masses d'argent que l'on voudrait dissimuler. C'est un volume de logement qui est très important et qui ne peut être visible, qui ne peut être résorbé que si il y a une taxe immobilière, une taxe foncière. Lorsqu'on voit la façon comment les logements sont distribués, comment sont gérés les programmes de l'État, à date qui manquent de transparence et qui sont à l'abri de tout enregistrement centralisé. On ne peut pas effectivement contrôler la façon comment ces programmes sont gérés. Et là aussi, je reviens pour dire que le pouvoir politique est pour beaucoup dans cette situation. Donc, tout simplement, ce sont des domaines, le domaine du foncier, le domaine de l'immobilier. On continue toujours à assister à une érosion foncière immobilière. On continue toujours à assister à des programmes de gestion inéquitable de distribution des logements. Et on continue toujours à assister à un parc immobilier et un potentiel foncier qui n'est pas soumis à l'impôt ni aux taxes. C'est l'un des rares pays au monde, ce qui fait qu'on ne peut pas contrôler la situation, on n'a pas d'enregistrement, les gens continuent d'une façon inéquitable à occuper des nombres de logements
beaucoup de logements sans les mettre à disposition du marché locatif. Et c'est ça qui explique un petit peu de tous nos problèmes. Ceci dit, l'imposition d'une simple taxe peut en effet obliger l'adoption d'un registre, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui peut également dégager les responsabilités, connaître les propriétaires et puis générer des ressources, ces ressources qui seront versées dans des programmes d'aménagement de parcs, d'aménagement de villes, d'aménagement d'infrastructures municipales. Voici donc, ce sont juste des bribes de solutions, car, comme je dis, c'est à double échelle. Il y a une échelle globale de réforme qui doit être impérative, c'est l'exigence immédiate, si on veut vraiment que la situation s'améliore. Et puis, en second lieu, c'est par secteur et à tous les niveaux et à toutes les échelles, il y a des actions à mener qui doivent aboutir à ces grands objectifs. À date, si oui ou non, il y a des réformes qui peuvent donner l'espoir que des résultats peuvent améliorer le système d'ici une décennie ou plus, je n'en vois pas. Au contraire, je vois que le phénomène de l'érosion, la course à l'occupation, ça devient plutôt, ça augmente d'un jour à l'autre et ça devient un petit peu la culture, la norme ou le standard en matière de conduite des citoyens. Et c'est là où je voulais également arriver au niveau de l'impact, ce qui fait peur au niveau de la mauvaise gouvernance, en dépit de toutes les conséquences sur le plan social, économique, environnemental, toutes les entraves au bon fonctionnement du système, toutes les entraves à un bon développement à effet durable. En dépit de tout cela, ce qui est le plus dangereux à ce niveau, c'est l'impact que cela cause au niveau de toute la société. C'est cette culture nouvelle qui s'installe au niveau de la société, cette culture qui, à l'absence de l'État, à l'absence de l'équité, de la justice et du droit, chaque citoyen se substitue lui-même à l'autorité de l'État. Et on a autant de citoyens qu'il y a d'États. Chacun fonctionne en soi en État. Alors, il a ses propres réseaux à tous les niveaux, il fait toutes ces choses à sa façon et à sa manière, sans aucune considération à une notion qui s'affaiblit ou plutôt qui disparaît, c'est la notion du bien public. Il n'y a plus de notion de bien public. Chaque citoyen s'érige en État pour lui-même acquérir ses droits et plutôt ce n'est plus maintenant, on n'est plus à un niveau de droit, plutôt acquérir sa part du gâteau. Cette culture, c'est une culture qui commence quand même à s'installer d'une façon très forte. Et chacun se donne à partir de là à agir en société à tous les niveaux, à tous les jours, dans tous les domaines, d'une façon aveugle. Ça veut dire sans considérer l'existence des autres. Et si on voit un petit peu cette culture, comment qu'elle intervient au niveau de chacun des secteurs, on peut la voir sur le plan économique, sur le plan spatial. Certaines de ces solutions peuvent être décidées localement aussi. Donc, mais toujours dans la transparence de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde a une visibilité sur le processus de décision, les rites de décision et la manière dont la décision a été prise. Bien entendu, il y a des équilibres. Chez nous, on n'est pas, tout n'est pas une fourmilière, mais et donc ces éléments-là peuvent être négociés.
Et c'est ce processus de négociation qu'il faut encourager avec l'État, que l'État soit ouvert à une négociation sur que ce soit sur les budgets ou que ce soit sur des règles ou sur des lois. L'autre élément qui à mes yeux serait très important, c'est de casser les verrous qu'il y a entre l'administration et le politique, l'administration et l'économie. Ces verrous-là doivent fonctionner indépendamment et ensuite changer de paradigme aujourd'hui de la valorisation du travail. C'est de passer de ces liens comment on les appelle, des liens de loyauté vers des liens de compétence. On ne veut plus, à mon avis, que le fait d'être dans un réseau bien déterminé vous donne des avantages ou crée des impédiments. Non. Il faut que les compétences nécessaires à chacune des tâches au niveau de l'administration, du politique ou de l'économique soient clairement définies et qu'on récompense les meilleurs, ceux qui font le meilleur travail dans le cadre d'un cahier de charges bien défini. Et que ces liens de loyauté soient relégués, disons, à une échelle. À ce moment-là, on pourra mettre en place des structures organisationnelles qui seront cohérentes et que l'on pourra influencer dans leur dynamique, soit en pénalisant le mauvais résultat, soit en récompensant le bon résultat. Et je pense que tout cela est un immense chantier vers lequel il faut aller graduellement. Il faut aussi que l'État soit visible, parce que dans cette hiérarchie de loyauté, il est clair que c'est très difficile à l'État d'être partout, parce que par exemple, lorsque je conduis à Alger, je suis rarement interpellé par disons les services de police ou de gendarmerie lorsque quelqu'un fait un excès de vitesse. Mais c'est à se demander pourquoi il n'est pas interpellé. Pourquoi les gens qui font de l'excès de vitesse ne sont pas interpellés? Si l'État se manifestait, par exemple, au niveau de l'imposition des règles, à ce moment-là, l'État sera peut-être un peu mieux respecté. Mais si on arrive à un point où, lorsque une règle est bafouée par un individu et que il n'est pas pénalisé, à ce moment-là, ça crée un antécédent et tout le monde a tendance à reproduire le même comportement. Donc voilà, à mon avis, ce sont là des éléments, des pistes qui, à mon avis, pourraient nous amener quelque part. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion et c'est un travail spécifique, c'est-à-dire on peut pas aller dire voilà on va faire comme la Suisse ou là on va faire comme la France. C'est un travail qu'il faut réfléchir entre Algériens, trouver une solution algérienne à un problème algérien. Et si ça ne se fait pas comme ça, les solutions ne seront pas optimales. Et les vendeurs qui nous viennent d'un peu partout pour nous vendre des solutions X, Y, Z, à mon avis, il y a eu des expériences assez nombreuses pour dire que ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Et finalement, moi, ce que je préconiserais, après tout, je suis un technicien et un scientifique, c'est
pourquoi ne pas envisager l'application des technologies de pointe dans la résolution de certains de ces problèmes-là? Je pense que c'est tout à fait envisageable pour toutes sortes de problématiques et nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas pour mettre en place les éléments de sécurité. Nous ne le faisons pas pour collaborer entre nous. Nous ne le faisons et pour diverses raisons. Et là aussi, il y a encore une réflexion à mener, parce que la gouvernance avant Internet est une chose, mais la gouvernance après Internet est une autre chose tout à fait différente. Et là aussi, il y a des choses à dire et à faire. Je vous remercie. Donc c'est ça le phénomène le plus crucial. En parlant de mauvaise gouvernance, en dépit, comme je viens de le dire, de toutes les conséquences économiques, environnementales, spatiales, sociales, etc. C'est plus le ravage que cela cause, ce dommage que cela cause au niveau culturel. Lorsque je parle de culture, c'est ce qui affecte le comportement des citoyens, de leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de se comporter en société. L'aboutissement de toute cette situation, déficience d'autorité, absence de l'État, absence d'équité, de justice, exclusion, course à l'occupation de l'espace, des ressources, des richesses, génère la chose suivante, c'est que chaque citoyen se substitue lui-même à l'État. Il veut lui-même se faire justice. Chacun veut lui-même s'accaparer de sa part du gâteau. On n'est plus dans un bien, dans une notion, dans un contexte de bien public, on n'est plus dans un contexte de société, on n'est plus dans un contexte de nation ou d'État en termes d'autorité morale ou d'entité morale, on est plutôt dans le champ de partage de gâteaux et de gains. Ceci se traduit par l'occupation anarchique, la course de tous vers l'occupation à la fois de l'espace, du foncier, des richesses, de tout. Et tout cela se fait sans aucune considération au bien public, sans aucune conformité à l'esprit de la loi ou des normes. Et c'est ça qui fait le plus peur. Il y a donc, ce que je constate ces dernières années, c'est que cette culture, c'est elle qui devient le standard. On la voit partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que je crains le plus, c'est que cette culture devient la trame de la culture qui unifie tous les Algériens. Celle-ci affecte pleinement les comportements, le mode de fonctionnement en société. Il y a un seul, le plus banal des gestes, c'est celui de la conduite routière, qui illustre parfaitement cette conduite et ce comportement en société, où on peut voir toutes les tares, tous les problèmes que l'on vient de relater. Autorité bafouée, il n'y a plus d'autorité respectée à ce niveau. Au niveau, je parle de la conduite routière qui illustre parfaitement tous ces phénomènes ou le comportement en société. On voit très bien comment chacun conduit à sa façon, à sa manière, avec ses propres visées, avec ses propres frustrations, sans accorder le moindre intérêt ou le moindre respect à la norme ou à la loi ou au code. On voit très bien que le bien public, que l'autre en société n'existe plus aux yeux de l'Algérien. Et si l'on combine toutes ces situations, ça converge vers quoi? Ça converge vers toute la situation conflictuelle que les accidents routiers illustrent, mais à un niveau plus global ou plus général. Cette situation conflictuelle, c'est ce qui régit pratiquement l'atmosphère ou le contexte dans lequel intervient la gestion des affaires publiques et privées en Algérie. C'est le contexte de gouvernance en Algérie, qui se fait dans un
dans un contexte de conflit au quotidien, de situations non conformes et qui non seulement compromettent l'avenir, compromettent le développement, compromettent les ressources, et alors que de l'autre côté, les phénomènes croissent en nombre. Donc il y a la croissance démographique, il y a la croissance des besoins, il y a la croissance de la demande, mais vis-à-vis de tout cela, sur la gestion de tous ces besoins, qualitativement, sur le plan qualitatif, elle va en se détériorant de plus en plus, et c'est ça que je crains. Donc il est impératif que tous reviennent et reprennent conscience de ce phénomène pour entreprendre, engager immédiatement des réformes profondes. Des réformes profondes qui ne peuvent avoir d'effet dans l'immédiat, si on veut au moins rattraper en vue de répondre aux besoins des générations futures, avant de compromettre même des avenirs plus lointains. Ça prend donc des réformes, et ces réformes ne peuvent avoir lieu sans d'abord d'engager une action des pouvoirs et qui doit émaner d'une volonté sincère et ferme de renouer avec une bonne gouvernance, et suite à cela, que la société peut être appelée également à contribuer à celle-ci à travers la mobilisation de tous les cadres sociaux pour renouer avec une culture citoyenne, une culture sociétale, une culture du bien commun, une culture de solidarité, de respect de la loi, de l'équité, de participation, d'engagement. Donc ça, d'une façon globale, si on veut réussir le coup. Merci. Donc, il faudrait miser sur cette bonne volonté. On part du principe que tout le monde aime l'Algérie, mais il faudrait aussi que tout le monde souhaite et souhaite et travaille au quotidien pour servir la population algérienne. Je ne dirais pas juste la population, mais aussi les entreprises, parce que demain, on le fait avec toutes les parties prenantes. L'État ne peut plus faire cavalier seul maintenant sur certains secteurs comme l'éducation nationale, comme le transport, comme l'énergie, comme l'environnement. C'est des problématiques tellement complexes qui demandent à la fois à l'État d'être présent à travers ses lois, à travers son cadre juridique, à travers la législation, à travers aussi le financement de ses activités aussi, mais aussi d'une compétence de gestion de la part du privé. Ce que nous appelons aujourd'hui les nouvelles formes d'ouverture, de rapprochement public-privé. Ce n'est pas juste un partenariat public-privé, c'est plus que ça. C'est quand il y a une réelle ouverture. Et donc, de faire en sorte à ce que cette amélioration soit graduelle dans le temps, mesurable. Il y a des instances. Par exemple, concrètement, pourquoi on n'a pas encore une agence réellement indépendante, et je souligne réellement indépendante, en matière d'évaluation des politiques publiques. Loin des grands discours politiques, la langue de bois et j'en passe. C'est bien de faire ça, de la politique. C'est normal, tout à fait normal. Il n'y a aucun pays qui ne peut être géré sans qu'il y ait une composante idéologique, politique, religieuse, spirituelle et j'en passe. Mais par contre, maintenant, qu'il y ait des spécialistes, des gens compétents en matière d'évaluation des programmes. Pourquoi pas une agence nationale de l'évaluation des politiques et des programmes publics dans tout, et qui soit transversale à tous les ministères, à toutes les agences, à tous les établissements publics, commerciaux et non commerciaux. Pourquoi ne pas l'avoir ? Avoir un conseil national ou un institut national d'évaluation, c'est bien, mais avoir aussi un institut national en matière de conception des politiques publiques. Et de dire aujourd'hui, ce n'est pas juste la volonté d'un homme ou d'une femme qui peut mener l'Algérie vers le développement. C'est la conception d'une politique publique en matière d'éducation nationale. On veut fonctionner par politique, on veut fonctionner par des projets publics qui émanent de politiques publiques, qui, elles, émanent de volontés politiques.
au lendemain des élections, dans tous les pays, d'ailleurs, pas uniquement en Algérie, généralement, on assiste à un changement gouvernemental. Ce changement amène des hommes et des femmes à l'exercice du pouvoir, et donc qui va être l'autorité supérieure en matière d'orientation, en matière de pilotage, en matière de suivi, en matière de coordination, en matière d'évaluation, en matière de mesure des politiques publiques. Pourquoi pas que ces hommes-là ne soient pas appuyés par des conseillers et des conseils ou des instituts qui élaborent des politiques publiques ou sur l'élaboration des politiques publiques, je veux dire là, ici, là, c'est ceux qui vont capter les tendances lourdes de la société, qui vont, cette analyse-là, vont la transformer en stratégie, qui vont la transformer en projet, en programme à gérer par et au sein de chaque secteur de l'éducation, mais de manière transversale. Un programme qui nécessite la collaboration de 3 ou 4 ministères. En matière de lutte contre la pauvreté, on sait qu'on ne peut pas le gérer par un ministère. C'est plusieurs ministères à la fois. En matière d'éducation nationale, c'est la même chose. Nous avons aujourd'hui des problématiques très complexes et qui méritent le soutien et la collaboration de plusieurs ministères. L'éducation nationale ne peut fonctionner sans la formation professionnelle. Sans le ministère de l'Industrie et de l'Économie, sans le ministère des Finances. À partir de ce moment-là, nous avons, si on a des instituts, on a des instances qui, sur une base annuelle, fournissent au gouvernement des études faites par des spécialistes sur la matière, on pourrait dire et on peut aspirer, influencer ainsi la volonté publique, c'est-à-dire la volonté des femmes et des hommes, et qu'elle ne restera pas arbitraire, elle ne restera pas aléatoire, elle ne restera pas « je le veux, donc vous le faites ». Non, on doit le faire parce que la tendance est, parce que le maintien se fait, ou parce qu'un gain de productivité, ou un gain économique, ou un gain social, ou un gain politique peut se faire dans les 15-20 ans à venir si on travaille sur une problématique de manière précise et canalisée et dans la même direction, avec des tendances lourdes. On aura une gouvernance moins chaotique, on aura une gouvernance moins décriée par la population, on aura moins de tensions, on aura le respect de nos voisins, le respect de la communauté internationale, parce qu'on aura des institutions finalement qui respectent des valeurs, qui sont animées par un cadre de gestion publique et dont les outils et les instruments, comme je disais au début de l'interview, qui sont cohérents. Et à ce moment-là, on pourrait dire, dans 25 ans peut-être, Inch'Allah, on pourrait dire que nous avons réussi à bâtir une gouvernance publique saine en Algérie. Voilà. Bon, donc les solutions maintenant. On a fait les constats, mais pour parler de solutions, il faut d'abord parler de problèmes. Vous savez, la véritable intelligence dans la résolution de problèmes, quand on a des problèmes, ne réside pas dans les solutions ou dans la recherche de solutions qu'on peut trouver, mais dans la formulation du problème. Alors, est-ce qu'on a correctement formulé le problème de l'Algérie? C'est ce que je m'efforce de faire personnellement, dans mes interventions, dans mes écrits, Comment peut-on formuler le problème algérien? Alors, bon, on peut le formuler en mettant la faute sur l'époque boumedienne, sur l'époque étatiste. Il y a eu trop d'États, il y a eu des exagérations dans tous les sens. Bon, on a exagéré, le pendule a été dans tous les sens, on a exagéré dans tous les sens. Bon, maintenant, il faut essayer de voir de l'avant et essayer de formuler notre problème. Mais comment le formuler? Il y a une façon très simple. C'est de tirer les leçons de ce qui arrive aux autres pays dans le monde. Nous ne sommes pas une exception exceptionnelle sur cette planète Terre. Je veux dire, si l'Allemagne réussit certaines choses, on peut les réussir aussi. Si le Japon réussit certaines choses, on peut les réussir aussi. Si la Chine est en train de percer, de réussir des tas de choses, on peut le faire aussi. Pourquoi ne pas regarder ce qu'ils font et comment ils font? Et surtout, arrêter de regarder du côté de là où les choses se dégradent beaucoup plus qu'elles ne s'améliorent.
Alors là où les choses se dégradent beaucoup plus qu'elles ne s'améliorent, c'est par exemple, depuis la crise de 2008, on l'a vu, c'est ce que j'appelle le capitalisme financier, le capitalisme à l'américaine, tout basé sur le marché libre laissé à lui-même, l'entreprise privée laissée à elle-même, faire ce qu'elle veut, comme elle veut, etc. Ça, on voit bien ce que ça a donné. Ça a donné une financiarisation de l'économie, et la finance, ce n'est pas l'économie. La finance, c'est un instrument dont on peut se servir, mais si on ne le maîtrise pas, cet instrument peut devenir complètement destructeur de l'économie, comme on l'a vu en 2008, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Islande, maintenant la France qui est en train de suivre, etc. L'Allemagne qui est menacée d'être décotée, même l'Allemagne. Donc, il faut tirer les leçons de tout ça, et bien voir que les pays qui pratiquent encore la pensée néolibérale et le modèle de type États-Unis, ça ne fonctionne plus. Ça a fonctionné pendant le XXe siècle parce qu'on pouvait encore profiter du colonialisme, d'un certain néocolonialisme, on pouvait profiter d'une croissance basée sur l'économie réelle qui pouvait encore compter sur un état de la terre qu'on pouvait exploiter encore chaque jour davantage, mais maintenant on n'est plus dans ces conditions-là. C'est ce que je disais en tout début de l'entretien. La bonne gouvernance, c'est évoluer avec les contextes. Contexte mondial, contexte écologique, contexte local, etc. Or, ces contextes-là ont énormément évolué. Et aujourd'hui, donc, les solutions possibles, il faut regarder du côté des pays qui ont l'air de mieux réussir que d'autres. Alors ces pays qui ont l'air de mieux réussir que d'autres, c'est pas bien compliqué. On voit bien, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'a été pratiquement pas touchée par la crise. La Scandinavie non plus. Le Japon, bon, plus ou moins, mais beaucoup moins que l'Europe, par exemple. La Corée du Sud, etc. Or, ce qu'il y a de commun à ces pays-là, c'est ce qu'on appelle le capitalisme entrepreneurial ou le capitalisme industriel. Alors, qu'est-ce que c'est ce capitalisme-là? C'est un capitalisme qui est c'est un capitalisme. Bon, il faut le dire, c'est un capitalisme, mais un capitalisme à, disons, connotation très social-démocrate. Ce qu'on appellerait centre-gauche en politique, bon, choses comme ça. Et c'est ce que je disais au début en parlant de bonne gouvernance, c'est-à-dire où il y a un équilibre entre le rôle de l'État qui intervient dans l'économie, qui régule le marché, et les syndicats qui représentent le monde du travail et les travailleurs dans leurs intérêts, leur formation, leur capacité, l'amélioration de leur qualification, etc., ce qui ne peut que profiter à l'entreprise elle-même, et les entreprises et les entrepreneurs, les patrons, tout ça, qui doivent se contenter de profits raisonnables et non pas de profits maximaux. Et alors on dit oui, il faut attention, la mentalité d'assister, on a des peuples d'assister, mais on peut aussi courir le danger de se voir doté d'entreprises assistées. Alors les entreprises qui attendent tout de l'État et qui ne veulent pas entendre de l'État dès que cet État veut réguler, veut réglementer un peu les choses, ben ça ne peut pas marcher. L'entreprise qui attend que l'État forme, que l'État qualifie, que l'État recycle, que l'État, etc., et ensuite n'en tirer que les bénéfices, ça ne va pas. Alors l'Allemagne, par exemple, si je prends encore cet exemple-là, dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle le système dual. Dual, parce qu'il est en deux parties. L'éducation nationale, l'université nationale, le secondaire, le primaire, etc., donne une formation générale de connaissances, de culture générale aux citoyens allemands. Maintenant, si un jeune Allemand veut devenir mécanicien, par exemple, ou s'il veut devenir agent de banque, eh bien, il peut aller 2-3 jours par semaine à l'université et 3 jours par semaine à la Deutsche Bank ou à la Bundesbank ou à Daimler-Benz. Et là, à l'entreprise, c'est l'entreprise qui non seulement le forme à la mécanique, le forme à la comptabilité bancaire, le forme à la profession qu'il veut choisir, mais en plus l'entreprise est obligée de lui payer un pécule, un salaire, comme un salaire de stage pendant qu'il apprend, et une fois qu'il est formé, il peut travailler n'importe où en Allemagne. Il n'est même pas obligé de travailler pour l'entreprise qui l'a formé. Ça, c'est ce qu'on appelle en Allemagne la propriété obligation. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire de l'entreprise, oui, vous avez des droits,
Droit de faire des profits, droit d'investir, droit de gestion, etc. Mais vous avez aussi des obligations. Première obligation, c'est d'accepter le syndicat ou les représentants des ouvriers. Deuxième obligation, c'est de ne pas utiliser ces ouvriers comme armée de réserve de chômeurs pour faire de l'argent sur des économies sur les salaires, etc. Ça, l'État ne le permet pas. Troisième obligation, vous ne faites pas de l'argent en polluant la nature. Si vous le faites, vous payez des amendes incroyables et ça peut même aller jusqu'à la prison. Bon. Et ensuite, vous avez d'autres obligations, c'est de contribuer à la formation du citoyen allemand, en le formant dans la profession qui correspond à votre métier. Vous êtes banque, ou vous êtes mécanique, ou vous êtes électricité, ou vous êtes Siemens, ou vous êtes peu importe, vous devez apporter votre contribution à la formation du citoyen qui sera votre employé d'ailleurs, et qui sera un employé qualifié de bonne formation. Alors voilà un peu les solutions que je préconise, c'est de regarder du côté des pays du nord de l'Europe, du côté du Japon, qu'est-ce qui se fait, et puis aussi, bien entendu, il faudrait qu'on ait un vrai État en Algérie. Et ça, c'est la solution des solutions. C'est à ça qu'il faudra qu'on arrive. Donc la démocratie, tout ça se tient. La démocratie n'est pas que politique. La démocratie, c'est pas juste mettre un bout de papier dans une boîte tous les 4 ans. La démocratie, c'est démocratie, la définition, l'étymologie, c'est le pouvoir au peuple. Or, le pouvoir au peuple, ça veut dire une redistribution des richesses, redistribution de la culture, redistribution des loisirs, redistribution de la qualité de vie, des logements, de la qualité d'être logé, tout ça. Or, moi, j'ai le cœur qui se déchire à chaque fois que je vais en Algérie et que je vois qu'il y a des quartiers quasiment fermés et gardés par des milices privées où on vit au XXIIIe siècle avec des produits de super luxe qui arrivent parfois directement par avion de pays étrangers, etc. Et d'autres quartiers où on en est encore à vivre pratiquement dans les pires conditions du pire colonialisme qu'on a subi. Or, ça c'est le rôle de l'État. Alors, voilà, les solutions, ça commencerait par le niveau macro, un véritable État. Alors c'est pour ça que moi je préconise une solution pour l'Algérie, ça serait une deuxième république. Comme De Gaulle a fait une 5e république pour la France. Il est passé de la 4e à la 5e république parce qu'il voyait bien que la 4e république était en train de conduire la France, une certaine conception de la France qui allait la conduire directement au mur. Donc voilà ce qu'il nous faudrait penser un peu comme ça, une autre Algérie avec une deuxième république. Une deuxième république, ça implique une assemblée constituante. Une assemblée constituante avec toutes les forces, toutes les tendances, et que toutes ces tendances aboutissent à un projet d'Algérie pour les Algériens. Et une fois que cette constituante est établie, un État élu, véritable État, et cet État met les règles et les balises pour une entreprise qui va fonctionner, bien sûr, pour les intérêts des propriétaires et des investisseurs et des actionnaires, etc., il n'y a pas de problème, mais qui va aussi fonctionner pour l'intérêt de l'Algérie, du peuple et du long terme. À mon avis, pour parler de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, il faut bien se rendre compte que le niveau de pourriture du système est considérable. Je ne crois pas, moi personnellement, que le système peut se corriger par lui-même. Malgré la bonne volonté de beaucoup de gens qui en font partie. Mon expérience et mes recherches sur le fonctionnement des organisations complexes m'amènent à considérer 3 voies de réparation et elles sont toutes les 3 organisationnelles. Premièrement, à mon avis, il faut réduire la capacité de nuisance de l'État en réduisant sa capacité d'action centrale. Ça veut dire il faut décentraliser le pays. Et il faut le décentraliser considérablement au plan social, économique et politique. Pour moi, l'Algérie fonctionnerait beaucoup mieux si elle se définissait comme une fédération. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à mon avis, il faut développer beaucoup plus le secteur économique qui est indépendant de l'État et de la rente. Le secteur privé doit être encouragé par des actions de soutien de son développement à la fois national et international. À mon avis, nous avons besoin, et ça fait partie du fonctionnement et de la gouvernance, je pense qu'on a besoin d'une multitude de champions nationaux qui devraient aller à la conquête du Maghreb et de l'Europe.
le secteur public doit être réduit, à mon sens, à la fourniture des services de base comme les utilités, l'électricité, l'eau, ce genre de choses qui constituent des monopoles naturels, c'est-à-dire des situations où on a intérêt, en quelque sorte, à le faire gérer par une organisation unique. C'est aussi le cas. À mon avis, le secteur public doit aussi s'occuper, bien sûr, des biens sociaux, c'est-à-dire ceux pour lesquels le consensus c'est que tout le monde doit en bénéficier de manière équitable, comme l'éducation, la santé, etc. Et même là, à mon sens, il est possible d'associer le secteur privé pour justement garder les acteurs publics honnêtes. Troisièmement, moi, il me semble qu'il faut ouvrir aussi le champ de la société civile et donner beaucoup plus de place aux représentations des intérêts des citoyens face à l'État. Les syndicats autonomes, les représentations de toutes les causes sociales, économiques et politiques doivent être encouragées et, à mon avis, leurs interactions avec l'État doivent être balisées pour, bien sûr, éviter le désordre. Alors donc c'est là les trois éléments qui me paraissent, moi, cruciaux. Si on voulait conclure, disons, sur cet ensemble-là, moi je dirais que je rappellerai que la gouvernance, c'est l'organisation des rapports qui existent entre les citoyens et leurs représentants au niveau de l'État. Cette organisation, c'est maintenant l'objet principal, à mon avis, du management des organisations. Comme en Algérie, il y a une faiblesse considérable en matière de management, toutes les améliorations viendront aussi d'une compréhension beaucoup plus grande des organisations, de leur fonctionnement et de leur management. C'est ce qui s'est produit dans tous les pays que je connais. C'est-à-dire que l'attention au management a été l'élément qui a permis d'améliorer considérablement les questions de gouvernance. Je pense que si les dirigeants actuels, que je trouve personnellement particulièrement pessimistes, ils ne croient pas en l'Algérie, c'est mon opinion. Si ces dirigeants laissaient la place, moi je crois que les Algériens sont capables de trouver leur chemin et de régler bien entendu ces questions de manière satisfaisante. Dans tous les cas, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je crois que si les gens pessimistes d'aujourd'hui laissaient la place, je pense que l'Algérie s'en sortirait.